Bonjour à tous, je suis Raphaël et je vous emmène voyager avec moi dans le monde de l'ésotérisme, de la spiritualité et de l'invisible. Chaque semaine, nous retrouvons nos invités qui retracent leur parcours qui les ont amenés à se connecter à l'autre monde et nous parlent de leurs facultés, de leurs expériences et découvertes dans les domaines qui les passionnent. Nous explorerons avec eux des thématiques comme la communication quantique, l'astrologie, la peinture vibratoire de l'âme ou encore la médiumnité chez les enfants, et tout ça de manière très terre-à-terre bien sûr. Pragmatique ou non, soyez les bienvenus dans cette 3e saison du podcast Les Mondes Subtils. Et n'oubliez pas, si ce que je fais vous plaît, que vous en voulez plus et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez faire des dons. Le lien LOASO est dans les notes de l'épisode. Vous pouvez aussi liker, mettre des étoiles et partager autour de vous. Place aujourd'hui à un épisode empli de douceur et de sagesse avec la thérapeute Maya Bhatti. Maya nous parle de ses différents outils, l'hypnose transpersonnelle, la respiration holotropique ainsi que le mandala de l'être. Elle nous raconte comment elle a cheminé petit à petit, certaines prises de conscience pendant l'enfance, école des beaux-arts, apprentissage de la langue tibétaine, carrière dans la production audiovisuelle, tout en se formant en parallèle à différentes méthodes d'accompagnement thérapeutique. Ce que j'aime particulièrement dans cet épisode, c'est que le témoignage de Maya fait partie de ces histoires qui démontrent que tout se rejoint à un moment donné de la vie. Quoi que nous fassions, quoi que nous expérimentions, ça n'est jamais là pour rien. Belle écoute. Hello Maya. Salut. Ça va ? Ça va bien, merci. Alors Maya, est-ce que tu peux te présenter pour nous ? Qui es-tu aujourd'hui ? Alors, c'est tout un programme. Hein. Ouais. En même temps, ça commence bien parce que c'est « Qui es-tu aujourd'hui ?» Ouais, après Bon. je te dirais qui étais-tu avant ? Avant, qui je suis aujourd'hui. Alors, justement, ça tombe bien parce que je suis vraiment dans la question du je suis et du maintenant. J'habite donc dans les Alpes de Haute-Provence, là où on est actuellement. Et je propose différents outils, notamment et principalement, enfin ça varie selon les besoins, mais principalement je dirais l'hypnose ericksonienne transpersonnelle, la respiration holotropique créée par Stanislas Grof et le Life Art Process de Anna Alprin et sa fille Daria, et puis le mandala de l'être quand même, de Richard Moss, parce que ça a été important pour moi dans ma vie. Donc voilà les outils que je propose. Pour revenir au tout début, moi, comme je te disais avant qu'on commence à enregistrer, j'adore commencer les interviews comme ça. C'est parce que je pense qu'il y a toujours un lien avec l'enfance. Je pense que dans notre enfance, il y avait l'essence de notre être. Et on se perd plus ou moins au cours de des premières décennies de notre vie, loin de cet enfant. Et ça m'intéresse toujours de savoir quel enfant tu étais. Est-ce que tu étais connectée ou pas ? Est-ce que tu étais créative ou pas ? C'est marrant parce que j'ai envie de parler de quelque chose d'assez fondamental qui, même avant l'enfance, c'est vraiment dans l'intra-utérin, parce que je pense que ça a été fondateur en fait dans ma vie. C'est que je l'ai su très tard, je pense que je l'ai su... je l'ai su. C'était conscientisé très tard, peut-être une quarantaine d'années, là j'en ai 60. En fait, j'ai eu une jumelle intra-utérin, donc, et cette sœur jumelle est morte à 5 mois de grossesse. Donc ça a été, et j'ai fait comme une régression à un moment donné dans mon parcours de transformation personnelle, où j'ai revécu ça. Et en fait, ça a été à la fois une souffrance terrible, et en même temps, je crois, ma première expérience spirituelle, dans le sens du moment de sa mort, dans une régression bien sûr, hein, mais un silence quoi, vraiment un silence sans émotion. Alors que après, il y avait comme une sorte d'errance que j'ai pu retrouver dans ma vie. Un ostéopathe crânien m'avait dit « Ah mais vous avez eu un jumeau, une jumelle ?» Ça m'est passé vraiment au-dessus de la tête, si on peut dire. Et puis en fait, quand j'ai fait une formation pour l'accompagnement des défunts, pas des défunts, mais des personnes en fin de vie, il y avait vraiment des choses, une espèce de chagrin, je ne savais pas du tout d'où ils venaient. C'était pas les êtres que j'avais perdus, mon père, mon frère, mais c'était
autre chose. Et du coup, j'ai fouillé à partir de ça. Et il s'est avéré qu'on m'a parlé d'une gémellité. Et j'ai demandé à ma mère. Bon, c'était pas si clair pour elle, mais en tout cas, à un moment donné, elle a eu une opération. Et son médecin lui avait dit, tu sais, c'est les jumeaux, quand ils meurent très tard, intra-utérin, il reste des choses, c'est-à-dire des cheveux, des ongles. Et ça reste soit dans le corps de la mère, soit dans le corps du jumeau. Et d'après ce médecin qui a opéré ma mère pour autre chose, elle lui a dit, mais vous n'avez pas fait une fausse couche. Du coup, ça a été corroboré, quoi. Mais de toute manière, même si ça ne l'avait pas été, moi, je le savais que c'était vrai. Donc voilà, avant l'enfance, il y avait déjà cette expérience fondatrice à la fois sur la perte, sur un des thèmes majeurs de ma vie, la séparation. C'est la séparation non seulement avec des êtres, mais la séparation aussi avec l'être profond. Et tout ça mêlé à l'expérience du silence profond que j'ai vécu pendant sa mort, eh bien, en fait, ça continue à cheminer parce que, alors, c'est pas le seul événement, mais c'est un événement. Oui, je peux même pas donner une cause à ça, que c'est la raison pour laquelle j'ai une appétence, oui, un goût pour la spiritualité. C'est faible de dire avoir un goût pour la spiritualité. Mais en tout cas, oui, on peut quand même mettre quelque chose dans cet événement-là. Oui, ça a été ton point de départ en fait sur un peu la thématique de ta vie. Oui. Des choses qui sont revenues après en fait. Ouais. Ton dossier. Ouais. À régler quelque dans chose cette comme vie. ça. Quelque chose comme ça. Et en même temps, j'étais une enfant. En fait, dans cette régression, j'avais envie de sortir parce que j'avais envie de vivre. Je ne pouvais pas rester avec la mort non plus, comme ça. Et j'étais une enfant très gaie, très pétillante, très joyeuse. Ouais. Tu te sentais connectée à autre chose quand tu étais petite ou pas du tout? Tu étais vraiment juste... c'est toujours après coup, mais récemment, j'ai connecté un événement apparemment tout simple. Je ne sais pas quel âge j'avais, peut-être 8 ans, quelque chose comme ça. Mais j'étais dans la cour de récréation. Il y avait un jeu avec les arbres, je me souviens plus trop ce que c'était. Mais je sais que dans mon esprit, je me suis dit « Ah, c'est ça le moi ?» Style, c'est ça l'ego. Mais pas, il n'y avait pas de jugement sur l'ego, mais juste une réflexion. Ah, d'une reconnaissance de tiens, il y a du moi là par rapport au jeu. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a fait penser ça, hein. Mais après coup, je me suis dit quand même, c'est pas rien. Avec tout ce que là où j'en suis aujourd'hui, de défaire justement toute la personnalité pour trouver l'être profond. Et je me dis que là, à cet âge-là, à 8 ans, à l'âge aussi où le moi se forme, de penser, ah, c'est ça le moi. Je dis, ah, mais quand même, c'est drôle, quoi. Donc sinon, j'étais connectée avec la nature. J'étais quand même assez solitaire, comme quelque chose des espaces pas partageables. Ouais, je pense que c'est peut-être typique d'un monde intérieur très riche. Ouais, peut-être. En tout cas, il n'y avait pas d'écho en face. Il n'y avait pas quelque chose qui m'a fait sortir de cette intériorité pour dire « Ah ouais, il y a quelqu'un ». Et je me souviens que chez moi, on ne lisait pas du tout, pas de culture particulière, ni spirituelle, ni rien. Et je me souviens, alors peut-être j'avais pris des livres à la bibliothèque ou je sais pas, des trucs comme ça, mais je me souviens que quand j'ai entendu le mot réincarnation, pour moi là, ça faisait sens. Il n'y avait même pas un seul doute que c'était réel. Donc voilà, c'est vraiment a posteriori quand je regarde un petit peu les petits cailloux qui m'ont amené où je suis. Ce que j'allais dire, c'est les petits cailloux, Ouais. c'est les cailloux du petit poussé, quoi. Parfois, on s'en rend pas compte sur 10 ans et en fait, hop, une petite graine et 1 an plus tard, et tout est là en fait. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite dans ta vie de jeune femme, de jeune adulte? Qu'est-ce que tu avais en tête? Qu'est-ce que tu avais envie de construire? Je sais qu'à cette époque-là, je dessinais aussi adolescente. Je dessinais, j'aimais beaucoup dessiner, mais je suis pas sûre que, en tout cas, j'ai rien dans ma tête qui ait dit tu vas faire ceci ou tu vas faire cela. Et c'est peut-être pour ça que ma vie, elle est multiforme, elle est pas du tout linéaire. Comme j'ai des amis, ils voulaient être psychologues, c'était psychologue. Moi, j'ai fait bouh.
touché plein de choses et pour arriver pas au même endroit, mais Très curieuse. je sais pas si c'était de la curiosité. Je dirais peut-être que c'était plus un no man's land du milieu familial, dans le sens que j'avais pas forcément d'intérêt pour quelque chose qui était présent dans Ouais. ce milieu-là. Et du coup, quelque part, ça ne m'orientait pas. Et comme quelque chose ne venait pas spécialement de moi, ou en tout cas, j'en savais rien, peut-être ça s'est fait comme ça, je sais pas. Mm. Bon, en tout cas, le goût pour l'art, si, il était clair, il était net. Et ensuite, ton entrée dans la vie d'adulte, à payer tes factures, la vie... Ouais, moi, avec le monde matériel, c'était pas si simple. C'était pas si simple. J'ai fait un bac scientifique, après je suis allée en fac d'art plastique à Paris. Et là, c'était chouette parce que là, je sortais de mon Berry natal. Et C'est là, vrai que t'es berrichonne, Eh oui, je une suis petite berrichonne. sorcière. Et du coup, à Paris, c'était un peu les folies. C'était en plus avec l'art. En plus, la fac où je suis allée, c'était vraiment des... Ça dépotait, quoi. Et là, c'était une vraie ouverture. C'était une vraie liberté, c'était une vraie découverte. Des portes, des fenêtres qui s'ouvrent. Feu d'artifice, quoi. Ouais. Voilà, et puis après, c'est là où j'ai commencé à travailler à la télé, pour une chaîne pour les enfants. Et en même temps que je travaillais à la télé, en tant que technicienne, j'étais pas du tout de côté artistique ou quoi, eh bien, j'apprenais le tibétain. J'ai fait une licence de tibétain, comme ça. Attends, c'est génial. Et ça t'est venu comme ça, je vais apprendre le tibétain. En fait, j'ai une amie qui m'a parlé du Tibet et là, ça m'a fait Et du coup, j'ai commencé à apprendre seule. Ensuite, je suis allée à Daumesnil, tu sais, il y a un petit centre tibétain, un temple, et puis il y avait quelqu'un qui donnait des cours de tibétain. Puis après, je me suis inscrite au Langzhou et c'est comme ça que là, je suis allée au Tibet. D'abord en Inde, à Dharamsala, là où il y a la communauté tibétaine. Ensuite, je suis allée au Tibet. Et en même temps que j'apprenais le tibétain, je me formais aussi à la respiration holotropique. Ah, t'as commencé par la respiration holotropique? Ah oui. C'est le premier truc Ouais. que t'as... Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la respiration holotropique? Donc c'est Stanislas Grof qui l'a inventé et il s'agit de... Enfin, je vais peut-être remonter un peu au niveau de l'histoire parce qu'il l'a inventé. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, Stanislas Grof, lui, il est né en Tchécoslovaquie à l'époque. Et en tant que psychiatre, il a reçu du LSD parce que c'était Hoffman qui l'avait créé. Et les laboratoires Sandoz ont envoyé à des psychiatres, à des médecins, à des infirmières de tester ça pour voir en quoi ça pourrait être utile. En tout cas, il a expérimenté sur lui. Et donc, il a essayé, il a vu qu'il y avait beaucoup de choses qui fonctionnaient, alors que ça ne fonctionnait pas forcément d'autres outils. Ensuite, il a migré aux États-Unis. Et puis après, c'est vécu ce qui s'est vécu dans les années 70, c'est-à-dire interdiction d'utiliser ce genre de substances, même bien encadrées au niveau recherche. Donc, il a trouvé autre chose pour avoir à peu près les mêmes effets. Et il a créé la respiration holotropique en s'inspirant des respirations qui venaient d'Asie, donc c'est-à-dire en hyperventilant. Cela crée un état modifié de conscience, un état élargi de conscience, qui fait que là, toutes sortes d'expériences peuvent arriver. Aussi bien des expériences liées à la biographie, que des expériences liées à la vie intra-utérine, que des expériences liées à des vies passées. Ah, ça se peut aussi, ça, de... Ah oui. Ou même beaucoup reliées avec des expériences qui sont ni liées au temps, ni liées à l'espace, comme l'épigénétique aussi, de pouvoir connaître de l'intérieur l'évolution d'un ver de terre, je dis n'importe quoi, mais on peut avoir ces genres d'expériences-là. Et bon, voilà. Donc tu t'es formée à la respiration holotropique, mais comment c'est venu en fait? Toi, t'as testé pour toi-même et tu t'es dit je veux apprendre à le faire? Oui. Ah oui, parce qu'en fait, tu voulais le faire sur toi. Oui, en fait, je crois que je devais vraiment m'intéresser beaucoup à tout ça parce que j'avais été à une conférence de Deepak Chopra à la Sorbonne à l'époque. Et il y avait Bernadette Blin qui diffusait ses prospectus de respiration holotropique et ça a tilté. J'ai commencé pour moi et puis ensuite j'ai eu envie de me former. Et toi, ça t'a aidé la respiration holotropique? Ah oui, c'est énormément aidé. Énormément. Et tu le faisais toi toute seule?
Non, non, non. Je le faisais au sein des groupes, D'accord, ouais. dans des T'étais groupes. encadrée, quoi. Oui, oui, tout à Ouais. fait, tout à fait. Non, ça c'est important d'être encadré. Ouais, j'allais dire. Ah oui, oui. Non, parce qu'il y a des expériences qui sont tellement puissantes que c'est vraiment important d'être encadré. Oui, moi j'ai fait de la respiration holotropique avec toi, du coup, car Maya est ma thérapeute depuis 1 an et demi, mais je voulais pas la partager avec le monde. J'étais pas prête. Et en effet, faut absolument pas faire ça tout seul. Ça peut être très puissant. Ouais. J'essaye de repenser à toute cette période-là. Et tu vois, là, c'était il y a 25 ans à peu près, hein. Et il y avait aussi quelque chose qui a été très important pour moi, c'était l'enseignement de Richard Moss. Et c'était un petit peu avant, justement, ouais, c'est ça, parce que Bernadette Blin était l'assistance de Richard Moss aussi. Et Richard Moss, c'est quelqu'un, un Californien qui travaille sur euh, ouais, la conscience. Il a eu un éveil de conscience et il a enseigné à partir de ça après. Donc j'ai suivi son enseignement pendant quelques années avant de suivre un peu plus tard cette formation sur le mandala de l'être, qui est un outil pour revenir au présent et repérer les croyances limitantes, là où s'en va le, le mental quand il n'est plus dans le présent, justement, si on revient au début de notre discussion. Bon, voilà. Donc, il y a eu toute une phase où tout s'est passé en même temps. Mais en fait, c'est venu sur ton chemin, quoi. Ouais. De manière assez fluide. Bah, c'est-à-dire, en fait, je fonctionne assez comme ça. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais le no man's land familial. C'est parce qu'au fond, quand il y a quelque chose que ça fait tilt, pam, j'y vais. Au départ, je suis plutôt assez intuitive. Et après, j'essaye de faire valider mon intuition par le mental. Donc, j'étudie, machin. Mais au départ, c'est toujours intuitif. C'est jamais un truc rationnel qui dit ah tiens je vais faire ça parce que ça va me faire ci ou jamais jamais. Ah oui, donc t'as jamais coupé avec l'intuition, en fait. Non. Et je m'en sers encore beaucoup, notamment dans les séances avec les personnes, avec l'hypnose, avec la respiration holotropique, d'être vraiment à l'écoute de ce qui se passe, à l'écoute du chant, pour vraiment et faire confiance à ça en fait. Et ça, vraiment, ça, je remercie beaucoup de pouvoir être liée à ça, pouvoir me connecter à ça, ouais. Mais ça se sentait, quand on faisait les séances d'hypnose toutes les deux, que tu... T'étais guidée, mais en même temps, t'avais la main sur le volant du bateau. Je sais plus comment on appelle le volant du bateau, tu vois. Mais et en fait, tu prenais des temps de pause, mais il y avait quelque chose en toi qui savait où tu allais. Ouais, et des fois, ça me surprend aussi, hein, moi-même. Et en même temps, c'est ça que j'adore. Et c'est là où tout se rejoint finalement. Moi, ma ligne de conduite, c'est disparaître. Alors, je Oui. vais préciser. Est-ce que tu peux développer, s'il te plaît? Oui, je vais changer de position, ça va m'aider. En fait, quand je dis disparaître, c'est faire disparaître quelque part ou mettre en arrière-plan, peut-être ce serait plus juste, ma personnalité avec je sais, je peux et tout ça, et de me laisser traverser justement par quelque chose qui va me guider, qui sait beaucoup plus que moi je ne saurais. Donc c'est dans ce sens-là où je dis disparaître. Et par exemple dans la création artistique, c'est la même chose. Si je veux réaliser quelque chose, c'est plus compliqué. Mais si je me laisse vraiment aller à faire ce qui vient, soit ça va être mon inconscient qui va jouer, un inconscient, comme on disait tout à l'heure, biographique, avec des contenus inconscients, etc. Soit ça va être quelque chose qui peut être de l'ordre de l'inspiration aussi. Et des fois, comment allier la technique, et c'est pareil pour l'hypnose, c'est pareil pour la respiration holotropique, c'est comment allier à la fois la connaissance de l'outil, la technique, et en même temps l'intuition pour être guidé de l'intérieur, pour accompagner les personnes. Et c'est ça vraiment qui me fait le plus plaisir. C'est ça que j'aime vraiment. Et on rejoint à nouveau l'aspect spirituel qui est dans l'accompagnement d'aller, c'est ça, le mettre le moi, puisqu'on revient à ça, en arrière-plan. Mais ce moi-là, il
il est au service cette technicité, mais dans un grand espace de champ informationnel, on pourrait l'appeler comme ça, Ouais. pour pouvoir capter quelque chose qui soit bon pour la personne à ce moment-là, que c'est pas moi qui vais le décider, c'est juste quelque chose que la personne émet ou transmet et qui va être saisi par un autre esprit qui est là, le mien à ce moment-là. Bon, on va dire ça comme ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et tu penses que dans tout ce que tu fais aujourd'hui, dans tous tes accompagnements avec l'hypnose, la respiration holotropique, les mandalas de l'être, etc., pour toi, c'est quoi le noyau commun, en fait, de la méthode Maya dans tes accompagnements? Ben, je pense que c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. C'est vraiment une approche transpersonnelle, dans le sens où, même si la personne ne vient pas pour une raison transpersonnelle, enfin pour un motif transpersonnel, s'il vient pour quelque chose dans sa vie, d'avoir une ouverture à tous les champs, à tous les niveaux de l'être. Ça veut dire, donc ce qui peut faire commun, c'est ça. C'est-à-dire que tout est imbriqué, le niveau biographique, enfin tous les niveaux de l'être, émotionnel, mental, spirituel, et que moi ce que je souhaite, c'est que tout ça, ça soit bien intégré pour la personne et de pouvoir faire des ponts. Je te donne un exemple. Il y a une personne qui vient me voir pour des allergies. Et comme je fais habituellement, il y a un entretien pour vraiment préliminaire à faire avant toute approche, pour que je connaisse la personne, qu'est-ce qui se passe, etc. Et on vient sur le champ pas par moi, mais comme je fais quand même, j'interroge sur qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, vient quelque chose autour de la gémellité. Et j'ai dit, bah tiens, ça pourrait être intéressant, on va travailler sur l'aspect allergie avec l'hypnose, et ce serait intéressant de voir qu'est-ce qui se passe, d'autant que moi j'ai un petit peu des antennes au niveau de ça. De cette thématique, ouais. De cette thématique, mais en même temps je suis toujours avec je ne sais pas. Donc je propose de faire une séance un peu plus longue sur l'intra-utérin. Et il se trouve que il n'y a pas eu de gémellité, selon ce qui est monté, hein, pareil. Parce que ce qui est monté, non, il n'y avait pas de gémellité, mais il y avait eu une histoire de fausse couche juste avant juste avant cette personne. Et à un moment de l'hypnose, il y avait tout son corps qui démangeait, qui grattait, et avec une phrase qui dit j'ai peur qu'on me prenne pour une autre personne que moi. Donc il y a comme des ponts qui se sont faits. Si j'avais été dans la logique, j'aurais jamais forcément pensé que un mode allergique a pu être créé en intra-utérin, ouais. Enfin, à ce stade-là. Ouais. À cet endroit-là. Donc il y a comme un mystère, et donc ce que j'aime moi, c'est d'ouvrir tout, de regarder tout ça, parce que c'est tellement intelligent. La conscience est tellement intelligente que voyons où ça nous emmène, et on y va ensemble, et on voit qu'est-ce que ça fait, quoi. Donc je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais en tout cas, ce qui est le commun à tous ces outils, en tout cas comment moi je l'utilise, c'est ça, c'est me défaire de ce que je crois sur la personne, et en même temps d'aller avec, en ouvrant les différents niveaux, en n'excluant rien, vraiment avec un mode d'inclusion, voilà. Et avec le mandala de l'être, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Donc le mandala de l'être, donc Richard Moss, comme je le disais, au fond, si je reprends ce que je disais précédemment, quand je ne suis pas dans le présent, dans le maintenant, mon esprit va où? Il va soit dans le futur, soit dans le passé, soit dans des jugements positifs ou négatifs sur moi, soit dans des jugements positifs ou négatifs sur l'autre. L'autre peut aussi bien représenter l'argent, Dieu, toutes les croyances qui sont là. Le plastique. Et en fait, ces postures de l'esprit, là où il s'en va, sont marquées au sol. Et c'est ça qui forme un mandala. Il y a quatre postures plus la posture du centre. Je vais accompagner la personne à partir d'une problématique qu'elle a présentée au départ pour observer où est-ce qu'est parti son esprit. Est-ce que c'est dans le futur? Demain, par exemple, ou j'y arriverai jamais.
j'y arriverai jamais. Donc là, dans une situation, quand il arrive une phrase comme ça, avec souvent des émotions très fortes, j'y arriverai jamais, si on le regarde du point de vue du mandala de lettres, l'esprit s'est déplacé sur le futur. Donc je vais inviter à la personne à se déplacer à partir de son présent où elle se sent, où je la guide pour vraiment se sentir dans son présent. On fait revenir l'histoire qui l'a bouleversée et ensuite je l'accompagne, je la guide pour venir dans cette position du futur. Quelle phrase a créé, quel sentiment, quelle émotion, quelle sensation dans le corps, l'angoisse au niveau de la gorge, j'y arriverai jamais, des larmes. Et on explore ça vraiment dans la posture, dans la position. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui vient de l'ordre du doute. Je pose la question, je n'y arriverai jamais. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est écrit quelque part que toi, un tel, tu n'y arriveras jamais? Et là, il y a quelque chose qui commence à vriller, parce qu'au fond, il n'y a rien qui dit dans l'univers tu n'y arriveras jamais. Et donc, il y a quelque chose qui dit ce n'est pas vrai. Et dans ce n'est pas vrai, quelque chose se déconstruit, commence à se déconstruire de cette croyance qui fait que, puisque de toute manière le futur, on ne sait, personne ne sait de quoi il est fait, il sera fait. Donc c'est une histoire inventée. Pardon, quand tu fais le mandala de lettres avec quelqu'un, ils sont en état conscient ou tout à dans fait conscient. Ouais, ok. Tout à fait Il n'y a conscient. pas de modification de conscience. Non. Et du coup, une fois que le doute commence à défaire cette croyance « je n'y arriverai jamais », à ce moment-là, il y a d'autres questions qui viennent, l'accompagnement. Qui tu es sans cette croyance? Et alors là, à nouveau, il y a comme les nuages qui commencent à s'écarter et dire « ah !» Quand je pense pas ça, comment je me sens? Et à ce moment-là, de revenir au centre. Et donc c'est tous ces processus-là qui se font selon les directions, mais c'est les mêmes processus qui se font. Et c'est très puissant. Et en même temps, c'est très rapide aussi. Et du coup, il y a tout l'accès à l'énergie qui a été enfermée, qui commence à dire j'ai envie de danser, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de... je ne sais quoi. Il y a quelque chose qui est libéré, tout simplement. Ouais, mais je trouve que c'est ça qui est commun. Parce que moi, donc, j'ai fait de l'hypnose avec toi pendant 6, 8, 9 mois, un truc comme ça. Et j'ai fait une fois de la respiration holotropique qui a suffi, cette séance. Et en fait, c'est vrai que tout le travail qu'on a fait, après, il y a eu une libération, c'est-à-dire que je sentais que j'avais des idées, que j'avais de la créativité, qu'il y avait des choses qui ne demandaient qu'à sortir. Mais en fait, tout ça, c'est de l'énergie. Et en fait, tes outils et la manière dont tu l'as fait, parce que je pense que je pense que tu es une très bonne thérapeute, mais tu es une très bonne thérapeute pour moi aussi, tu vois, c'est qu'il y a il y a un échange aussi, enfin, il y a c'est pas des affinités, tu vois, mais on fonctionne bien, quoi, toutes les deux. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ça me libérait un petit peu plus avec l'hypnose, la respiration holotropique. Là, ça a complètement ouvert la porte du garage en grand. Ça a été une autre ampleur, mais il y avait quelque chose de la libération de cette énergie créatrice. Après, la créativité, c'est pas forcément peindre ou dessiner, ça peut être plein de choses aussi. Ça peut être exprimer qui on est vraiment, en fait, la créativité. Mais moi, je pense qu'en fait, et ça, c'est juste mon avis et mon prisme par rapport à toi et tout le travail qu'on a fait toutes les deux, c'est que pour moi, c'est ça le noyau en commun de ce que tu proposes. C'est ça ta faculté, je pense. Tu veux dire de libérer l'énergie? De libérer, en fait, une forme de vérité de la personne. Tu vois? Et donc, ça passe par plein de trucs différents. La personne dont tu as parlé avec les allergies de peau, en fait, t'es venu libérer quelque chose qui se traduisait par des problèmes de peau, ou moi, c'était une créativité que je n'avais jamais exprimée, qui demandait qu'à sortir, mais en fait, c'était bloqué. Donc pourquoi c'était bloqué? Et qu'en fait, tu as plein d'outils différents, mais tu travailles autour de ça, tu vois. Il y a une forme de libération. Oui, puis je parlais avec une amie récemment. Je disais au fond, un peu pour suivre ce que je disais aussi tout à l'heure, et en lien avec ce que tu dis par rapport à la créativité, et libérer ça. Mais au fond, il y a quelque chose dans le fait d'être, dans le fait simplement du je suis, puisqu'on y revient, qui amène à une improvisation en fait.
bon alors je dirais un gros mot, tu vois, mais c'est presque comme une improvisation cosmique, c'est-à-dire de pas se référer au passé, pas se référer au futur, mais dans l'instant, qu'est-ce qui est demandé dans l'instant? Aussi bien, bon, donc c'est dans ma posture d'accompagnante, je pense que ça aussi c'est quelque chose de, voilà, qui m'est cher, quoi. Qu'est-ce qui se passe dans l'instant? Et donc il y a une espèce d'improvisation, et donc on est à fond dans la créativité, là. Ouais, mais en même temps, est-ce que tout n'est pas relié à l'instant et au présent, même si je trouve que c'est très dur. Enfin, comment dire, c'est très dur. Tu vois, ne Mm. pas se trimballer ses valises du passé, ne pas avoir peur du futur, de juste être dans le présent. Mais en effet, c'est là où tout s'improvise. C'est là où il y a de la créativité aussi. Et la spontanéité, c'est ça en fait. C'est juste être dans l'instant. Tu réfléchis pas à ce que tu vas dire. T'es juste. Alors là, je mettrais un petit bémol par rapport à la spontanéité, parce qu'on est tellement mu par justement ces croyances, Hmm. ces fleuves du passé, du futur, de notre personnalité qui sont sans arrêt en activité, que ce qu'on prend pour de la spontanéité est juste des remakes des vieilles histoires. Oui, c'est vrai aussi. Tu vois, on croit être spontané parce que ça vient comme ça sans penser, et ça ne veut pas dire que c'est pas le cas parfois, hein, mais que je dirais la plupart du temps, c'est presque de l'inconscience, tu vois, comme quelque chose qui, tu vois, les trucs qui se lèvent du tapis d'un seul coup, là, tu vois, Oui, c'est les qu'en fait, vieux machins qui se lèvent d'un seul coup du tapis, on dit, oh ouais, je suis spontané, mais non. Ouais, non. Oui, c'est l'inconscient qui prend la place, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Même avec les lapsus, les trucs comme Voilà, ça, c'est ça. ça peut être drôle. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais mettre en place aujourd'hui? Est-ce que tu as, je sais pas, envie de mettre de nouvelles choses en place? Est-ce que tu as envie de te former à d'autres choses? Qu'est-ce qui t'intéresse aujourd'hui? Tu as envie d'aller où? Hmm. Ben, d'approfondir l'hypnose érectionnelle transpersonnelle. Donc, je continue ma formation là, avec mon formateur, là, Nicolas Dumont, qui a créé cet outil. J'approfondis le domaine spirituel avec le bouddhisme tibétain, et tout en ayant une ouverture aussi sur d'autres traditions comme l'Advaita Vedanta. Enfin, je suis assez ouverte sur différentes formes, même si j'en ai choisi une très tardivement. J'ai recommencé après l'étude du tibétain, les voyages au Tibet. Là, j'ai repris vraiment entrer vraiment dans la tradition. Mais c'est ça que j'ai oublié de te poser la question tout à l'heure. Enfin, on est parti sur autre chose. Mais est-ce que c'est à ce moment-là vraiment que tu t'es connecté à ta dimension spirituelle, toi? Parce que tout à l'heure, tu as mentionné, tu sais, quand tu étais ado, quelqu'un a parlé de la réincarnation et Mm. ça a résonné. Mais à quel moment de ta vie tu as eu cette conscience, en fait, de ce côté un peu divin, tu vois, ou de ta dimension spirituelle? Et tu vois, je n'arrive pas à répondre à ça. Je n'arrive pas à mettre un début, en fait. Hmm. J'ai juste eu l'impression de découvrir, de retirer un voile sur quelque chose qui a été couvert, donc de découvrir. J'ai pas l'impression qu'il y a un début. C'est Ouais, étrange, hein. non, c'est pas étrange, en fait. Je pense que moi, vu que pour moi et par rapport à mon prisme, et sincèrement, je pense que la plupart de mes invités sur le podcast, ça a été un petit peu comme ça aussi. Il y a souvent eu un événement choc Hmm. où comment dire, le couvercle s'est ouvert d'un coup. Et j'ai tendance à oublier le fait que c'est pas forcément comme ça pour tout le monde. Hmm. Et que toi, tu fais sûrement partie des cas de figure. Et encore une fois, c'est mettre des gens dans des cases de. Ouais, voilà. Mais où en fait, c'est monté en puissance vraiment petit à petit de manière très subtile. Oui, c'est ça. C'est comme voilà, écouter une chanson et puis d'aller voir d'où elle vient, cette chanson. Tu vois, et puis, au fur et à mesure que la vie me permettait des rencontres, ça aussi c'était fondamental. Des rencontres, voilà, j'écoutais cette petite musique et puis je suivais. En fait, ça s'est passé comme ça tout le temps. Mais tu vois, l'époque où j'apprenais le tibétain, mais je faisais des rêves, mais vraiment, ouais, j'étais au Tibet.
c'est sûr. Quand je suis allée au Tibet, presque je pouvais... il y avait des endroits, je dis, mais je les connais ceux-là. Presque Oui, t'as quelque chose comme reconnecté ça, quoi. avec tes vies antérieures, ou une vie antérieure en tout cas. En tout cas, quelque chose qui était familier, c'est sûr. Ouais. Non, mais de toute façon, c'est pas anodin à 20 ans de se dire oh, je vais apprendre le tibétain. Tu vois, enfin, je pense que, encore une fois, t'as reconnu quelque chose, en fait, qui a fait écho en toi, qui t'a rappelé la maison, enfin, tu vois, ou quelque chose de familier, quoi. Ouais. Moi, j'ai une question, parce que je suis très intéressée par les vibrations de la Terre, en fait, et la Terre qui s'élève en conscience, et tous les chamboulements que ça apporte en ce moment, en fait, dans cette période charnière. Toi, comment tu vois les choses par rapport à ça aujourd'hui ? Ce monde qui change, de plus en plus de personnes qui s'éveillent, peut-être une conscience plus grande. Est-ce que tu y crois ? Est-ce que tu y crois pas ? Est-ce que tu le vois dans ton quotidien ? Est-ce que... En fait, je dirais que ce qui me semble le plus important pour changer le monde, c'est que ça a été dit, mais c'est pas bateau, justement. C'est que finalement, ce qui est le plus important, je reviens là-dessus, c'est pas tellement d'être dirigé vers le monde et de voir comment ça change ou quoi. Parce que de toute manière, ce monde-là, il est fait de causes, de conditions, et ça va bouger tout le temps. Et c'est un peu... c'est vrai que dans le bouddhisme, on dit c'est le samsara, et c'est le cirque, et j'ai dit le cirque. Le cirque et le cercle des renaissances, et qu'au fond, c'est de revenir... La maison, elle est dedans. Au fond, la maison, elle est dedans. Et ce monde, il ne peut pas changer sans ça. Il ne peut pas changer si on veut changer le monde. La seule chose qu'on puisse changer, c'est vraiment de se reconnaître soi-même, de se retrouver soi-même, de retrouver sa propre maison. Le monde change à partir de là. Il existe seulement parce que j'y mets des croyances et je fabrique le monde. En fait, je sécrète le monde. Et je le vois plutôt dans quelque chose comme ça. Je sécrète le monde. Avec mes pensées, avec mes émotions, avec tout ça. Je sécrète le monde, je sécrète les conflits, je sécrète les joies, je sécrète du monde. Mais si je veux vraiment retourner à la maison, eh bien, je dois retourner toute l'énergie que je mets sur le monde, à fabriquer du monde, que je la mette vers qu'est-ce qui perçoit ça ? Qu'est-ce qui perçoit le monde ? C'est cette conscience. Et cette conscience, si je reste simplement là, dans le fait d'être consciente, pas de quelque chose, mais juste d'être consciente, et presque d'être conscience, quelque chose qui se retourne complètement, le monde a plus d'importance. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas sensible au monde, mais l'organisation du fait que je sois à la maison, l'organisation du monde devient autre. Je sécrète autre chose. Je manifeste autre chose. Je manifeste des valeurs, quoi. Des valeurs de bienveillance, des valeurs de cet ordre-là. À partir de ça, parce que ça se manifeste. Ce que je suis se manifeste. Il n'est pas seulement pur esprit. Il se manifeste aussi. Mais si je ne suis pas à la maison, qu'est-ce que je vais manifester ? Si je suis ailleurs, qu'est-ce que je vais manifester ? Qu'est-ce que je vais créer ? Donc mon attention, elle est bien plus sur de rester à la maison et d'aider chaque personne à trouver sa maison, qui est la même pour tout le monde. C'est vrai. Merci beaucoup Maya pour cette très belle réponse. Merci à toi Raphaël, merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cet épisode et c'est également la fin de la 3e saison des Mondes Subtils. J'espère que le témoignage de Maya vous a plu. Vous pouvez la retrouver en Provence pour des consultations individuelles sur Forcalquier et Pépin. Vous pouvez également vous rendre sur son site internet hypnosecreation.com. Le lien est dans les notes de l'épisode, comme toujours. Le podcast Les Mondes Subtils est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify et YouTube. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des étoiles.
Je voudrais remercier plusieurs personnes sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Merci déjà à tous les invités pour leur temps, leur confiance et leur bonne humeur. J'ai vraiment adoré mes moments avec chacun de vous. Un grand merci à ma chou, ma sœur de cœur, Alix de Crécy, qui s'est occupée de la stratégie digitale et qui m'a poussée à aller au bout de ce projet. Un grand merci aussi au brillantissime directeur artistique Éric de Crécy pour toute la création visuelle que je trouve tout simplement sublime. Merci à Alice Krief des Belles Fréquences qui a réalisé le mixage et réparé mes petites erreurs. Merci à ma sirène Marie Sala pour son écoute et son soutien. Et enfin, un grand merci à Baboun et Mamouchka de toujours me suivre dans mes aventures folles.